Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Aujourd'hui, on va inaugurer la rubrique Nos abonnés nous écrivent. En effet, nous avons reçu quelques questions de nos abonnés et on va essayer de répondre à ces questions. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Voici les premières questions reçues de nos abonnés. La première question, c'est: qu'est-ce que vous en pensez concernant les maires qui veulent avoir leur propre institution de collecte de fonds? La deuxième: peut-on parler de l'autonomie financière des départements et des sections communales sans aucune source de revenus? Ces deux questions ont été posées par Jean-Eddy Metellus. Jean-Eddy Metellus, c'est un cadre qui a beaucoup produit sur les collectivités locales. D'ailleurs, il a sur la chaîne YouTube JCOM Haïti une rubrique qui s'appelle Ticosé sous finances publiques. Je vous invite donc à visiter la chaîne JCOM Haïti et regarder les vidéos de Jean-Eddy Metellus sur la rubrique Ticosé sous finances publiques. Après avoir remercié Jean-Eddy pour ces intéressantes questions, je vais essayer de répondre l'une après l'autre à ces questions. La première question, c'est: qu'est-ce que vous en pensez concernant les maires qui veulent avoir leur propre institution de collecte de fonds? Pour répondre à cette question, je vais mettre en parallèle, je vais essayer de présenter la réponse en utilisant le circuit d'exécution des recettes au niveau local et faire ressortir les manquements dans ce circuit-là pour démontrer qu'il ne serait pas nécessaire pour que chaque mairie ait leur propre institution de collecte de fonds. Au-delà de l'idée de possibilité ou bien de risque de désordre ou bien de risque de corruption qu'il pourrait y avoir si on laisse à chaque municipalité la possibilité d'avoir leur propre institution de collecte. Mais il y a un élément fondamental, c'est que la dispersion des ressources au niveau local pourrait entraver une bonne gestion de la trésorerie au niveau local, départemental, selon le schéma que je souhaite vous présenter bientôt lorsqu'on va parler de l'élaboration et l'exécution du budget au niveau des collectivités territoriales. Le circuit d'exécution de la fiscalité locale, dans ce circuit, on retrouve ces acteurs-là, ces institutions-là, mais en premier lieu, on a le contribuable. Donc, c'est le contribuable qui va payer ses impôts, ses taxes au niveau des collectivités territoriales. Mais en termes d'institutions, on a la mairie, représentée par le maire, la DGI, représentée par les percepteurs, la BNC, représentée par les guichets, les caisses, etc., et la BRH. Mais entre la BNC et la BNC, en quelque sorte, c'est comme le prolongement de la BRH dans la ville de province. Et là où il n'y a pas de BNC, on fait appel aux coopératives, aux caisses populaires, communément appelées caisses populaires dans les provinces. La mairie a l'autonomie financière, c'est ce que dit la loi. Les maires, la mairie a l'autonomie, la collectivité a la collectivité a l'autonomie financière. Mais dans l'exécution de la fiscalité locale et dans l'élaboration du budget des collectivités, la municipalité a une grande responsabilité, sinon une responsabilité primordiale dans tout le processus, c'est
Cette responsabilité qui donne à la mairie la possibilité de maîtriser les taux applicables sur chaque champ d'impôt et de maîtriser son assiette fiscale. C'est très important que, par exemple, pour le CFPB, que la mairie puisse recenser l'ensemble des constructions, l'ensemble des bâtisses qu'il y a dans sa zone géographique et définir quel taux à appliquer en accord avec le ministère de l'Intérieur au niveau central par rapport au zonage qui aura à être effectué dans chaque commune, qui existe déjà, j'imagine, parce que la valeur locative d'une construction au centre-ville est différente que celle d'une construction en dehors de la ville. Donc, et le zonage permettra de déterminer quelle construction se retrouve dans telle ou telle partie de la ville qui est plus chère, moins chère, etc. Donc là, c'est un travail important à faire par la mairie. Bon, pour les autres champs d'impôt, c'est pareil. Les commerces qu'il y a, les marchés publics, cimetières, etc., la qualité des tombeaux, etc. Donc tout ça doit être évalué de façon éclairée et ça va permettre à la mairie de mieux faire ses prévisions budgétaires en termes de ressources fiscales. Maintenant, le contribuable qui se présente à la mairie, par exemple pour payer le CFPB, la mairie lui donne, en fonction des informations sur la construction, nombre de chambres, nombre de mètres carrés, etc., la mairie fait un calcul, en fonction du taux à être appliqué également, fait un calcul et lui remet un bordereau et le contribuable va récupérer ce bordereau et le contribuable va se rendre à la DGI qui va à son tour émettre un bordereau de paiement. Si c'est dans une ville de province où la BNC est tout près, donc le contribuable va directement à la BNC, mais au niveau du département de l'Ouest, là où il y a les centres d'impôt, le contribuable paie directement au niveau du centre d'impôt et c'est la DGI, c'est le centre d'impôt qui se charge de se rendre au bureau central de la DGI, comme il y a un guichet de la Banque centrale au niveau central de la DGI pour faire le dépôt des recettes en fin de journée ou en fin de semaine. Comprenez bien que le contribuable paie son bordereau ou le contribuable peut ne pas payer. Donc, dans le cas où le contribuable n'a pas payé son bordereau, c'est là qu'il y a un souci parce que la DGI devrait faire une relance. Il semble que le maire, la mairie, la municipalité n'est pas impliquée dans la relance. Moi-même, je recommande que la mairie qui regarde ses projections, qui a un nombre de bordereaux émis et constate que tous les bordereaux n'ont pas été payés, et la mairie va constater ceci en fonction du rapport que la DGI et la BNC obligatoirement doivent transmettre à la mairie. Et la mairie et la DGI, à mon sens, devraient ensemble organiser le recouvrement, la relance pour récupérer ces impôts et taxes. Maintenant, ce double contrôle permettra à la mairie de s'assurer de collecter l'ensemble des recettes pour sa collectivité. Et également permettre à la DGI de vérifier avec la BNC dans le cas où ces paiements sont effectués au niveau de la BNC, parce que la BNC doit soumettre des rapports également à la DGI et faire ce contre-contrôle pour savoir est-ce que tous les bordereaux ont été effectivement payés. Maintenant, une fois tout se passe bien, on imagine que tout se passe bien, les paiements sont effectués soit à la BNC, soit à la BRH ou dans des caisses populaires et le rapatriement des fonds se fait au niveau du compte central du Trésor sur le compte transitoire recettes communales. Maintenant, ce schéma actuel où on reverse ces fonds sur le compte transitoire recettes communales pose problème parce que ça retarde, disons,
municipalités dans leur gestion de trésorerie. Parce que le temps que cela prend pour être traité par la BNC, traité par la BRH, traité par la DGI, avant d'envoyer une correspondance au ministère des Finances pour faire le reversement sur le compte des mairies, cette situation met les municipalités en grande difficulté. Donc, à mon avis, il serait important de corriger cet aspect aussi. Et si cet aspect est corrigé, il ne serait pas nécessaire de déployer des moyens pour permettre aux collectivités d'avoir leur propre institution de collecte. Mais ce que je dis, je peux le mettre entre guillemets, ça va dépendre de la taille de la collectivité dont on parle. Mais malheureusement, comme on le sait, au niveau de la République d'Haïti, nos collectivités sont de petite taille, à part certaines collectivités au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, mais les autres, c'est des revenus vraiment faibles. Donc, vous imaginez mobiliser des ressources pour créer des institutions de collecte de fonds dans chaque commune, ça ne va pas être d'une efficacité à mon sens. Et également, il y a un autre problème que cela va poser, c'est le fait de disperser les ressources, ou bien de multiplier les agents à collecter des ressources à travers la République. Ça ne va pas forcément faciliter la gestion de la trésorerie. Ça ne va pas faciliter la gestion de la trésorerie. Et ça ne va pas faciliter à l'État central d'avoir une idée globale de l'ensemble des ressources disponibles mensuellement ou chaque jour au niveau du pays. Donc, une fois ces informations ou bien une fois ces problèmes corrigés au niveau du circuit actuel, je pense que les municipalités s'en sortiront mieux en termes de collecte, en termes de gestion, en termes d'exécution du budget municipal, du budget des collectivités territoriales. Mais dans tout type d'exécution budgétaire, volet recettes ou volet dépenses, il faut toujours penser à la reddition des comptes. Donc, à l'heure actuelle, le fait qu'il y ait plusieurs municipalités et le fait qu'il y ait des cartels à 3 membres, et on sait déjà le comportement de ces cartels-là lorsqu'il y a des ressources en jeu, je ne pense pas que cela allait faciliter la reddition de comptes. Le processus permettant de retracer les transactions et de faire les reversements sur les comptes des mairies allait faciliter la reddition des comptes sur l'exécution des recettes, du budget des recettes. C'est très important de penser à donner compte, à rendre compte aux contribuables. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question de M. Metellus. Et j'encourage les autres abonnés à critiquer, à questionner, à améliorer, parce que ce qu'on fait comme travail ici, on n'a pas la science infuse, donc on essaie de partager nos connaissances avec vous autres, et j'attends en retour que vous partagez également vos connaissances avec moi pour me permettre de grandir davantage dans ce secteur qui est les collectivités territoriales. On va passer maintenant à la deuxième question de M. Metellus. La deuxième question de Metellus traite de l'autonomie financière et il se pose la question: est-ce qu'on peut parler de l'autonomie financière des départements et des sections communales sans aucune source de revenus? Bon, là, c'est presque évident, s'il n'y a pas de revenus, donc pourquoi parler d'autonomie financière? Mais dire qu'il n'y a pas de revenus, moi-même, je
pense de préférence qu'on aurait dû, à ce niveau, penser sur le comment permettre aux départements et sections communales à avoir des sources de revenus. Comme dans une vidéo précédente, j'avais cité les événements qu'on pouvait créer au niveau de chaque municipalité, chaque commune, des événements qui à mon sens, pourraient faire venir des gens et faire rentrer des fonds au niveau des collectivités territoriales. Donc, il faut sérieusement que les collectivités se mettent à travailler pour créer des événements, créer des activités pouvant drainer des foules au niveau de chaque commune pour donner la vie à la commune. Par exemple, la dernière fois, j'avais cité Okaï, Soubékane, Léogane à pédaler, etc. Mais je me rappelle qu'il y avait eu la fête de l'eau à Cavaillon, il y avait eu fête l'âme véritable, l'arbre véritable. Donc, chaque zone géographique a une potentialité, a quelque chose à offrir. Et s'il n'y a pas quelque chose à offrir, on peut construire quelque chose à offrir. Donc, moi-même, et l'idée de dire qu'on est dépourvu de tout, je ne le crois pas. Et on peut créer quelque chose. Je me rappelle une fois que je crois que j'étais en Tunisie, et on nous a, bon, je n'avais pas participé personnellement, mais d'autres camarades avaient participé à la visite du désert. Donc il y a un désert, donc vous imaginez qu'il y a un désert et on nous fait visiter le désert. Et vous louez des 4x4, etc., des dromadaires pour visiter le désert. Donc, on peut faire visiter des choses typiques, des choses spéciales, des choses qu'on a dans nos communes et rentrer de l'argent. Donc, je vais répondre à la question, mais dans le sens de clarifier ce qu'on entend par autonomie financière. Lorsqu'on parle d'autonomie financière, je vais prendre un exemple minimaliste. Je crois avoir appris ce mot il n'y a pas trop longtemps. Au niveau micro, si on vous donne 50 000 gouttes et on ne vous dit pas ce qu'il faut faire avec ces 50 000 gouttes, donc vous êtes libre d'administrer ces 50 000 gouttes. Voilà le sens de l'autonomie financière ici. Si à travers le CFGDCT, on attribue des fonds aux collectivités et les collectivités peuvent décider ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles vont faire avec ces fonds-là. Donc, ces collectivités ont l'autonomie financière, l'autonomie d'utiliser ces fonds de leur propre gré. Mais il ne faut pas mécomprendre, l'autonomie financière, ce n'est pas un pouvoir d'auto-organisation. Toutefois, je le mets en rouge. Ici, c'est pour attirer l'attention sur la nécessité. C'est vrai que les collectivités territoriales n'ont pas le pouvoir d'auto-organisation au niveau des collectivités, mais on ne devrait pas au niveau central planifier pour les municipalités. On devrait impliquer les collectivités territoriales dans les études qu'on fait par exemple sur l'assiette, les études qu'on fait sur les taux, parce que vous imaginez laisser la possibilité à une collectivité de fixer les taux sur les champs d'impôts comme bon lui semble. Il faut un encadrement, il faut accompagner les collectivités. C'est pour cela, lorsqu'on va parler de la décentralisation, on va voir que la décentralisation marche avec la transfert de responsabilité, mais aussi transfert de moyens. Lorsqu'on parle de transfert de moyens, on ne voit pas uniquement les ressources financières seulement, il faut voir aussi les formations nécessaires, les outils nécessaires pour permettre que l'équipe au niveau de la mairie qui s'occupe de la fiscalité a
toutes les connaissances nécessaires pour faire des projections, pour savoir à quel niveau on peut mettre un taux pour ne pas créer d'évasion fiscale, pour ne pas créer la délocalisation d'entreprises. Par exemple, si on met un taux trop élevé dans tel département par rapport à tel autre, on va voir que l'entreprise qui a dans ce département-là peut se déplacer pour aller dans l'autre département, etc. Donc, il faut cet encadrement-là du ministère de l'Intérieur, de l'État central, pour donner ce canevas aux collectivités, mais donner cette autonomie aux collectivités de mieux planifier les décisions à être prises au niveau pour la gestion de leur commune. Donc, par exemple, si au niveau d'une municipalité, il y a une zone délaissée et il y a un risque d'insécurité ou bien d'autres risques, et que la mairie souhaite valoriser cet espace, la mairie peut accorder des avantages. La mairie devrait alors, disons que la mairie devrait pouvoir, en accord avec le ministère de l'Intérieur, accorder des avantages à telle ou telle activité à être intégrée dans tel espace, de façon à valoriser cet espace-là. Mais malheureusement, jusqu'ici, on n'est pas dans ce dynamisme permettant ce travail en commun, ce travail conjoint, collectivité territoriale et ministère de l'Intérieur et l'État central. Également, il faut se dire que l'autonomie financière ne donne pas à la mairie le pouvoir fiscal. Bien qu'il y a quelques éléments qui sont acceptés, mais la collectivité n'a pas le pouvoir fiscal, c'est-à-dire le pouvoir de décider sur sa fiscalité en toute liberté. Il y a certains éléments qu'on laisse à la mairie, mais il y en a d'autres, très certainement à cause des impacts possibles sur l'État central, que l'État central veille à leur application. Bien entendu, tout ceci doit être regardé ensemble, conjointement. Pas qu'on met l'État central comme gendarme et qui fait tout ce qu'il veut sans considération des préoccupations des collectivités territoriales. Donc c'est très important à regarder cet aspect-là. Donc, j'ai mis dans cette présentation le nom de la chaîne YouTube JCOM Haïti, dans laquelle M. Metellus, Jean-Eddy Metellus, a contribué avec sa rubrique Ticozé sous finances publiques, de façon à vous encourager à ne pas vous focaliser uniquement sur une seule source d'information, mais d'aller visiter la source d'information de Ticozé sous finances publiques. Et cela va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur le secteur et d'interagir plus souvent sur les pages YouTube, sur ma page YouTube FIFA et sur la page YouTube JCOM Haïti, Ticozé sous finances publiques. Donc voilà les réponses que je voulais tenter de faire sur ces deux questions, deux très bonnes questions de M. Jean-Eddy Metellus. Et j'espère que cette contribution que j'ai apportée sur le sujet va aider à stimuler d'autres abonnés, d'autres personnes à se lancer, à poser des questions ou à critiquer le contenu de cette vidéo de façon à ce qu'à l'avenir, même je puisse améliorer ma connaissance sur le sujet. Donc, je vous dis merci beaucoup et je vous invite à vous abonner à la chaîne, encore une fois, parce que en vous abonnant et en cliquant sur la cloche qui a deux cochers à côté, vous n'allez pas rater les vidéos publiées. Et également à aimer la page, ça va stimuler d'autres gens à s'intéresser à la page et à partager au maximum les vidéos de façon à avoir beaucoup plus de gens à réagir sur cette chaîne YouTube FIFA. Et je suis sûr qu'on va ensemble laisser
suffisamment de documentation aux jeunes qui vont venir, qui vont s'intéresser à ce sujet. Et ça va aider également aux responsables des municipalités parce que j'aimerais, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore, mais j'aimerais avoir les coordonnées de tous les responsables des municipalités de façon à partager cette vidéo avec eux et à avoir leur réaction. Et pour présenter cette vidéo, j'ai contacté pas mal de cadres au niveau du ministère des Finances et également au niveau des collectivités territoriales. Je veux citer par exemple Madame Anne Myrtil qui m'a donné quelques conseils sur le sujet. Je veux citer Monsieur Gilda Moïse qui m'a donné également quelques conseils sur le sujet. Et le maire de la Croix-des-Bouquets, M. Edwin, qui a été très aimable avec moi, qui m'a expliqué le processus et qui m'a permis de vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Encore une fois, merci, abonnez, aimez et partagez la vidéo. À la prochaine.